m'appelle Sarah, je suis développeur logiciel quantique à l'Institut quantique de l'Université de Sherbrooke et je travaille en IA dans le domaine de l'informatique quantique. Donc, Sarah Seeger, elle a été la première physicienne que tu as connue. Qu'est-ce qu'elle a inspiré et éveillé en toi? Dans le fond, j'avais découvert son parcours en ligne qui était très intéressant. Elle est allée à Harvard, MIT, l'Université de Toronto. Et comme c'est la première femme en physique que je connaissais comme scientifique de nos jours, son parcours m'a vraiment impressionnée. Puis ça m'a donné la motivation de, si elle était capable, pourquoi moi je pourrais pas m'essayer là-dedans. Elle est astrophysicienne, puis c'est ça que moi, dans le temps, je voulais vraiment être. Donc, c'était comme l'idole parfaite pour moi. Là, elle était super accomplie, puis elle venait du Canada aussi. Puis d'avoir vu son parcours, ça m'a juste inspirée. Puis c'était quand et quoi ta première exposition dans le monde des STEM? Au cégep, j'avais mes cours de physique. Puis avant, au secondaire, j'avais pas super aimé la physique. Mais là, lors de mon cours au cégep, et mon prof était tellement un excellent professeur, il aimait tellement ce qu'il enseignait que ça m'a juste... Il a partagé sa passion, puis ça a été transmis. Puis depuis mon premier cours de physique, que j'ai même pas bien réussi au début, même si j'étais pas super bonne dès le départ, j'ai juste tellement aimé ça que j'ai continué là-dedans. Puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à lire des livres, à écouter des documentaires. Puis c'est juste... Quand j'ai découvert le monde au cégep de la physique, là, j'ai juste jamais arrêté d'en apprendre sur le sujet. Puis mettons ceux qui sont en secondaire puis qui font la physique, est-ce que tu aurais quelque chose à dire pour eux? De s'informer parce que c'est vraiment intéressant. Même à un niveau comme ça secondaire, il y a tellement de trucs qu'on peut comprendre. Puis il n'est jamais trop tôt pour s'initier à la physique parce que la physique, ça nous entoure, c'est partout. Puis c'est super intéressant. Qu'est-ce qui t'a amené au monde du quantique et de l'intelligence artificielle? La mécanique quantique, c'était le cours qui m'a le plus choquée de mon bac, mon premier cours de mécanique quantique. Après mes cours, j'appelais mes amis puis je leur parlais de l'effet tunnel et de tout ce que j'avais appris. Puis j'étais comme bouche bée, là. Je trouvais ça tellement intéressant. Donc là, j'ai pris un deuxième cours, un troisième cours de mécanique quantique, puis j'ai découvert que vraiment, ça m'intéressait énormément. Puis en parallèle à ça, en même temps, je travaillais un peu en IA parce que là, j'ai entendu parler du fait que l'IA en physique, c'est beaucoup utilisé pour résoudre toutes sortes de problèmes. Et comme je suis quelqu'un qui est très curieuse, là, je me suis dit, moi aussi, je veux faire partie de ça. Fait que là, j'ai fait des recherches, j'ai voulu en apprendre plus sur le sujet. Puis j'ai dit, pourquoi pas commencer à m'informer sur l'IA puis à peut-être travailler là-dedans. Et là, quand j'ai su que le quantique, ça m'intéressait beaucoup et en même temps l'IA, j'ai trouvé le parfait mélange qui était l'apprentissage de machine quantique, qui était un parfait blend des deux sujets. Est-ce que dans le fond, c'est toi qui es allé naturellement vers ces deux domaines de mécanique quantique et IA ou quelqu'un t'a dirigé, t'a aidé? En fait, c'est quand je travaillais en IA que, je sais pas pourquoi, mais j'ai commencé à trouver le site d'informatique quantique parce qu'il y avait beaucoup de quantum computing talk quand je faisais des recherches sur l'IA. Et là, quand j'ai trouvé que ça parlait de mécanique quantique, je pense que aussi, en raison pourquoi j'aime autant la mécanique quantique, c'est parce que je savais qu'il y avait l'informatique quantique qui s'en servait beaucoup. Puis le sujet me fascinait, c'est tellement un gros sujet, puis on a tellement de potentiel dans le sujet que je pense que c'est juste au travers de recherches que j'ai faites que j'ai trouvé la mécanique quantique et l'IA mélangées ensemble. Puis est-ce que tu peux nous parler un peu des types d'algorithmes en IA que tu fais en quantique? Les algorithmes, il y en a que je fais pas, mais mettons l'algorithme de Shor, qui est un très grand algorithme. Ça, c'est pas un algorithme qui va être utilisable pour des prochaines années. Est-ce que tu peux dire c'est quoi l'algorithme de Shor? Parce que là, on entend souvent on entend beaucoup parler, exactement le modèle, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent qu'est-ce que c'est. Est-ce que tu pourrais nous informer là-dessus? Oui. De façon très, très simple, ça sert à factoriser des entiers. Et en fait, il y a beaucoup d'encryption qui se fait, donc que ce soit pour encoder, encrypter des courriels, des mots de passe informatiques, des messages. Ça se fait avec des nombres entiers qui sont très grands et on peut factoriser ces nombres entiers-là. Mais le fait que c'est très difficile rend le fait que c'est très sécurisé parce que c'est très difficile de trouver c'est quoi les nombres entiers qui permettent de factoriser des grands nombres. C'est pour ça que l'algorithme de Shor peut être un peu un risque pour l'encryption dans le futur parce que c'est un algorithme qui permet assez facilement de trouver c'est quoi les nombres premiers. Ce qui est bon, par contre, c'est que ça prend un ordinateur quantique qui tolère les erreurs, ce qui n'est pas encore comme 20, 30 ans. Là. Fait que c'est pas pour tout de suite que l'algorithme de Shor va pouvoir être implémenté. Mais on peut y avoir accès sur des machines virtuelles? Oui, tu peux en ce moment. Je pense que le plus grand nombre qui a été factorisé, c'est comme 21 ou 35. Fait que ça, pour l'instant, c'est très petit. C'est pas encore du tout une menace pour l'encryption. Mais sur le site d'IBM, il y a un vraiment bon tutoriel où est-ce qu'on peut aller voir comment ça fonctionne, puis même laisser par soi-même sur des services du cloud. C'est quoi les types d'enjeux que vous vivez à l'Institut quantique? Ouais.
Donc, un des enjeux dont on est très conscient, c'est que, vu que c'est une technologie de rupture, l'informatique quantique, il y a une possibilité qu'elle soit utilisée de façon responsable, mais aussi de façon plus irresponsable. Donc, on veut s'assurer que l'informatique quantique soit utilisée pour le bien. Et, entre autres, on a une professeure du département des sciences politiques à l'Institut quantique qui travaille sur ces questions-là et qui se pose ces questions et comment on pourrait s'assurer que l'informatique quantique soit utilisée pour le bien. Un autre enjeu aussi, c'est qu'il faudrait avoir plus de femmes et de diversité dans les gens qui travaillent en informatique quantique. En ce moment, moi, je suis la seule femme dans mon équipe. Donc, tu sais, déjà ça, il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Puis je pense qu'avec une équipe plus diversifiée, au final, tout le monde est gagnant. Puis ça permet aussi d'avoir une technologie qui est accessible à plus de monde et qui représente mieux la société. Il y a également des enjeux technologiques, en fait. C'est que en ce moment, nos ordinateurs quantiques sont assez limités, par exemple, dans le nombre de qubits. Donc ça limite encore notre puissance de calcul et les algorithmes qu'on peut utiliser. Donc, en ce moment, nos ordinateurs quantiques, bien sûr que nous, on utilise à l'espace IBM-Q, ils ont au maximum 65 qubits, ce qui peut sembler comme beaucoup, mais c'est pas énorme ce qu'on peut faire avec ça. Donc, en fait, on est encore dans le NISQ era, fait Noisy Intermediate Scale Quantum Devices, qui veut dire qu'on est encore dans des machines qui sont de taille moyenne, avec un nombre moyen de qubits, qui sont encore bruyants. Donc, on n'est pas encore à l'ordinateur quantique idéal qui tolère les erreurs et avec des milliers et des millions de qubits même. Donc, c'est un des enjeux qu'on gère, c'est que les projets qu'on fait, ils ont une certaine limitation. Quand est-ce qu'on va avoir un ordinateur avec des millions de qubits? C'est très difficile à dire. il y a des entreprises qui disent dans moins de 5 ans, mais tu sais, moi, je pense être dans 10, 15... ça dépend. Ça se peut qu'il y ait comme une découverte puis que là, ça parte tout de suite, mais à mon avis, ça va être en même temps dans assez longtemps. Mais tu sais, c'est quand même pertinent ce qu'on fait en ce moment, puis on se prépare à ces ordinateurs-là. Tu sais, en ce moment, on fait beaucoup de recherches, puis une fois qu'on va avoir des meilleurs ordinateurs, on va pouvoir quand même appliquer assez facilement ce qu'on travaille dessus en ce moment sur ces ordinateurs-là. Donc, c'est pas une perte de temps ce qu'on fait en ce moment. Où est-ce que tu vois ton domaine au niveau de la mécanique quantique et de l'intelligence artificielle dans 5, 10, 20 ans? Je pense que, tu sais, en ce moment, on fait beaucoup de recherches. Mettons, nous, notre projet de la classification de texte, il n'y a pas de benchmark dans la littérature. Donc, il n'y a pas de point de référence sur... Nous, on a classifié cet ensemble de données-là avec telle accuracy. Donc, avec tel niveau de performance. Donc, je pense que dans 5 à 10 ans et plus, on va avoir plus de points de référence sur qu'est-ce qu'on est capable de faire avec le quantique. En ce moment, c'est encore très exploratoire. Là, nous, on passe notre temps à lire, puis à explorer, puis à voir qu'est-ce qui est possible. Puis c'est encore pas très clair ce qu'on peut faire avec le quantique. Fait que je pense qu'on n'aura pas encore un ordinateur quantique idéal, mais on va avoir une meilleure idée de où est-ce qu'on s'en va avec la technologie, puis à quel point il y a réellement un avantage quantique dans différentes sortes de domaines. Parce que là, on parle beaucoup de la chimie, la finance, l'apprentissage machine, mais réellement, on n'est pas encore vraiment certain de où se trouve l'avantage. Fait que je pense qu'on va avoir une meilleure idée de ça. En conclusion, ce serait quoi, Sarah, ton conseil pour les jeunes? Mon conseil, ce serait un conseil qui m'a été beaucoup dit au secondaire. En fait, c'était un peu le message de mon secondaire, puis c'était juste le mot « oser ». Puis à l'époque, il y a 5 ans, entre amis, tu sais, on avait vraiment compris c'est quoi la signification puis l'ampleur de « oser ». Mais là, aujourd'hui, je le réalise plus. Puis je pense même que ça m'a shapé d'une manière que j'étais même pas au courant que ce conseil-là, je l'ai suivi, puis ça m'a apporté où ce que je suis aujourd'hui, dans le sens que j'ai embarqué dans plusieurs défis que, pour moi, il semblait qu'ils étaient très difficiles, puis je savais pas si j'allais réussir les défis que j'entamais. Par exemple, mon choix de programme au cégep, même le choix de faire des études en physique. Tu sais, j'étais pas naturellement super bonne en physique, donc c'est pas que je pensais pas que j'allais réussir très facilement. Donc j'ai dû travailler très fort, mais au final, tous les défis que j'ai entamés, je les ai réussis. Puis je pense que justement à cause que j'ai pris le risque, puis j'ai décidé de même si ça allait pas être facile, de le faire pareil. Puis au final, je pense que c'est encore plus satisfaisant, puis ça me rend encore plus fière quand là, je peux regarder ce que j'ai fait, puis que je savais que j'allais trouver ça difficile, puis que j'ai réussi, c'est vraiment satisfaisant. Donc, je pense vraiment de pas nécessairement prendre le chemin le plus facile. Tu sais, si c'est ce que tu veux faire, t'es capable, puis de juste t'essayer, puis de te lancer, puis si ça marche pas, mais au moins tu vas avoir essayé. Sarah, merci pour ton audace et pour ton partage. Merci beaucoup. Si tu veux en savoir davantage, je t'invite à visionner les prochaines capsules et à consulter héros-de-chez-nous.org pour du contenu exclusif. C'était Pause Techno IA, les métiers du futur.